conférence de soutenance de mémoire. Nous faisons l'économie des présentations. Les noms sont écrits et les qualités devant chaque membre du jury. Je voudrais juste vous rappeler que le moment de soutenance d'une thèse ou de mémoire de master est un moment empreint de solennité et d'émotionnalité. Parce que ce travail que vous verrez, quelle que soit l'appréciation qu'on en fera, résume 6 ans d'école primaire, 7 ans d'efforts d'école secondaire et 5 ans d'université. Et donc, ça devrait être la consécration d'une certaine continuité d'efforts. Et c'est pourquoi nous vous invitons à faire part de cette solennité et de cette émotionnalité. Monsieur Diallo, la parole est à vous. Monsieur le président du jury, monsieur le représentant de la direction de l'environnement, monsieur le représentant de la direction des mines, honorable du jury, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter devant votre auguste assistance mon mémoire de fin d'études intitulé Problématique de la responsabilité sociétale des entreprises du Sénégal. Analyse du modèle Teranga Gold Corporation dans la commune de Sabadola. Je vous remercie d'avoir bien voulu prendre connaissance de ce travail et d'avoir accepté de l'évaluer. Je remercie également tous ceux et celles qui m'ont fait l'amitié de venir assister à cette soutenance. Tout au long de cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Je vais introduire le mémoire, présenter la problématique et les objectifs de l'étude, ensuite aborder la démarche méthodologique et présenter la zone d'étude, et enfin les résultats de recherche et la conclusion. Le contexte de la responsabilité sociétale des entreprises et celui du développement durable est marqué par des grandes conférences internationales qui sont le plus souvent organisées sous les auspices des Nations Unies. Parmi celles-ci, nous pouvons retenir la conférence de Stockholm il y a 44 ans, où la communauté internationale s'était convenue qu'il était urgent d'agir face au problème de la détérioration de l'environnement. Toujours dans cette dynamique de conscientisation de l'humanité face aux enjeux du développement durable, il s'est tenu également à Rio de Janeiro il y a 24 ans la grande conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Là aussi également, cette même communauté internationale s'était convenue que la préservation de l'environnement et le développement économique et social étaient des fondamentaux pour le développement durable compte tenu des principes de Rio. Alors si depuis la RSE connaît un développement rapide en Europe et aux États-Unis, les pratiques de la RSE, les réalités de la pratique de la RSE sont tout autres en Afrique. Du delta du Niger dans les plateformes pétrolières, aux mines d'or et Sabadola, en passant par les mines de bauxite du Kansar en Guinée, les populations se sentent non seulement impactées par les activités de ces multinationales, mais aussi elles se sentent aussi marginalisées dans la répartition des richesses émanant de leur terroir. Globalement, nous dirons que les politiques RSE en Afrique se révèlent comme des stratégies 2 poids 2 mesures. Certes, on peut y voir une volonté d'aller vers une amélioration de la qualité du climat social, mais les contradictions internes entre entreprises et collectivités locales laissent croire que ces stratégies ne s'inscrivent pas véritablement dans un développement socialement durable. Honorable du jury, ces facteurs entre autres constituent le contexte d'évolution de la RSE et contribuent au fait que l'on exige des entreprises qu'elles fassent la preuve de leur responsabilité sociétale. Dans le cadre de ce travail, nous entrons de répondre à la question problématique suivante. La mise en place d'une démarche RSE au sein d'une entreprise au Sénégal lui permettait de contribuer au développement durable de son territoire d'implantation. L'objectif général de l'étude, c'est de cerner le potentiel de contribution d'une démarche RSE de l'entreprise sénégalaise au développement durable de son territoire d'implantation, c'est-à-dire dans sa zone d'influence ou dans sa sphère d'influence. De façon spécifique, il s'agit par cette étude, dans un premier temps, d'analyser les perceptions et attentes des acteurs clés de la RSE au Sénégal, d'évaluer la démarche en matière de RSE d'une entreprise modèle au Sénégal
et enfin de proposer une stratégie d'amélioration de la RSE dans un contexte de développement local durable. La démarche méthodologique abordée dans le cadre de cette étude s'articule autour de 5 points, à savoir sur le choix de la méthode de recherche, la méthode et technique d'échantillonnage, la technique de collecte des données, l'administration des instruments et le mode de traitement des données. Dans le cadre de cette étude, nous avons adopté une méthode qualitative qui nous permet de faire une analyse de contenu. Notre méthode d'échantillonnage est le non probabiliste, parce que nous avons affaire avec une méthode qualitative. Quant aux techniques d'échantillonnage, deux choix c'est offert à nous, à savoir le choix raisonné typique et le volontaire. Quant aux techniques de collecte des données, nous avons adopté la technique de l'entretien semi-directif sur la base des guides d'entretien que nous avions élaborés tout au début du travail, en fonction des cibles. En ce qui concerne l'administration des instruments, tout au long de ces entretiens, le recueil des données s'est fait par un enregistrement audio et vidéo à partir de notre iPhone 5S afin d'être suivi pour une analyse de contenu. Les entretiens ont été conduits sur une période de 4 mois, entre le début du mois de janvier 2016 et la fin du mois d'avril 2016. La durée moyenne des entretiens est de 1h26 minutes 5 secondes. Les données quantitatives collectées, à savoir dans la grande d'opération, ont fait l'objet d'analyse par Excel. Alors ici, nous avons justifié pourquoi nous avons choisi la technique d'échantillonnage choix raisonné. 11 entreprises de différents secteurs de l'économie nationale ont constitué notre échantillon à partir des critères de choix raisonné qu'on s'est fixés. Parmi ces entreprises, ces 11 entreprises, 3 se sont portées volontaires à nous recevoir pour un entretien. C'est parmi les 3 entreprises qui nous ont reçus pour un entretien et au sein desquelles nous avions collecté des données au niveau stratégique que nous avions fait le choix sur une entreprise modèle qui répond au maximum à l'ensemble des enjeux environnementaux et sociaux et pour laquelle aussi les attentes, préoccupations des acteurs institutionnels et locaux peuvent être importantes. Donc pour évaluer, parmi les 3, notre grille de notation va dire comme suit. L'entreprise pour laquelle, parmi les 3, celle pour laquelle les enjeux environnementaux et sociétaux et que les attentes et préoccupations des acteurs institutionnels sont forts, on a une note comprise à l'intervalle de 8 à 10. Celle pour laquelle les enjeux et les attentes sont modérées, on a une note comprise entre 5 et 7. Celle pour laquelle les enjeux et les attentes sont faibles, on a une note comprise entre 1 et 4. Les attentes sont pondérées à 70% et les enjeux sont pondérés à 70%, les attentes à 30%. Pour Teranga Gold Corporation, sur la base des principes d'évaluation qu'on s'est fixés, elle a une note de 8,65. Quant à la Sonatel, qui nous a encore reçu, elle a une note de 5,35 sur la base des principes d'évaluation qu'on s'est fixés. Quant au laboratoire Bio 24, elle a une note de 1,8 sur la base des principes qu'on s'est fixés. Alors, d'après les résultats de l'évaluation des 3 entreprises, il ressort que Teranga Gold Corporation a la plus haute note. Cela s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus d'enjeux environnementaux et sociétaux dans sa zone d'influence. En plus de cela, les attentes et préoccupations des parties prenantes sont importantes. Après cette évaluation, Teranga Gold Corporation a accepté de nous recevoir à Sabodala au sein de son département en charge de l'environnement et des relations communautaires en qualité de stagiaire pour partager avec l'équipe RSE sur place leur expérience en matière de RSE. Nous sommes ici à Sabodala. Sabodala est une localité du Sénégal, située dans la commune, dans le département de Saraya, région de Kédougou. Elle est limitée par celle qui est présentée par le trait noir au niveau des légendes. Ici, nous avons la concession minière qui est beaucoup plus représentée sur sa carte de localisation. Dans la concession minière, nous avons 7 villages pour montrer un peu à tel point il y a beaucoup plus d'enjeux environnementaux et sociaux dans cette zone. Nous avons les villages de Makana, Bambaraya, Dambankhoto, Madina, Sabadola et Bransan et Madina, Bransan, Dindinfan, Dambankhoto et Mamankhono. Sabadola est le village le plus important du point de vue démographique, avec une population de 2000 habitants. Bon, à l'image de toute la région de Kédougou, les principales activités économiques de la commune sont l'agriculture, le pastoralisme et l'orpaillage.
la démarche, pour évaluer la démarche RSE de Teranga Gold, nous avions évalué sur 3 dimensions, à savoir la dimension environnement, la dimension contribution économique et la dimension relation communautaire. Concernant la dimension environnement, nous avons retenu 2 niveaux d'évaluation, le niveau stratégique et aussi au niveau opérationnel. Concernant le niveau stratégique, ce niveau nous a permis d'avoir des informations sur les efforts accomplis par Teranga Gold Corporation à partir des indicateurs de performance du management qu'on s'est fixés. C'est-à-dire, il était question de voir, est-ce qu'ils ont une vision claire en matière de RSE? Est-ce qu'ils ont une politique? Est-ce que cette politique se cadre avec la vision? Est-ce que leurs objectifs RSE découlent de la politique? Est-ce qu'ils ont tous les moyens financiers, humains nécessaires pour l'exécution des objectifs qu'ils se fixent? Est-ce qu'ils font des programmes de formation pour le personnel et pour les sous-traitants qui travaillent avec eux? Donc, c'est à ce niveau que nous avions travaillé avec le niveau stratégique. Concernant le niveau opérationnel, ici nous avons opté de travailler avec des indicateurs de performance opérationnelle. C'est-à-dire qu'il était question de voir quel est le degré de maîtrise de Teranga Gold Corporation et ses aspects environnementaux au niveau opérationnel. C'est-à-dire quel est son degré de conformité environnementale, quel est son niveau de consommation d'énergie, comment est-ce qu'elle gère ses déchets, quelle est l'évolution de la consommation de l'eau. Dans le cadre de cette étude, des spécialistes et des praticiens du domaine de la RSE ont été consultés, notamment au sein des structures centrales qui sont là, de la direction de l'environnement à la division régionale de l'environnement et d'établissements classés de Kédougou, et aussi au niveau des collectivités locales abritant les entreprises du réseau RSE Sénégal. Et aussi nous avons encore consulté la société civile, les ONG. Également nous avons consulté le milieu universitaire. Nous avons également consulté les entreprises qui sont portées volontaires à nous recevoir. Au niveau des résultats, ici, ce histogramme présente les cas de conformité et de non-conformité de Teranga Gold Corporation. Concernant l'indicateur incidents environnementaux, nous remarquons sur ce graphique qu'il y a eu beaucoup plus d'incidents environnementaux en 2012 qu'en 2013, encore moins d'incidents environnementaux qu'en 2014. Donc à ce niveau, il y a une amélioration de leur performance en matière de RSE. Concernant les amendes liées à l'environnement, ils ont reçu une amende liée à l'environnement de 2012 à 2013. Globalement, la prise en charge des non-conformités est passée de 75% à 85% de 2012 à 2014, soit une augmentation en pourcentage de la prise en charge de 10%. Ici, nous allons montrer les bonnes pratiques en matière de RSE concernant l'aspect gestion des déchets. Nous avons sur place, en faisant l'état des lieux concernant cet aspect environnemental, nous avons trouvé l'existence de bacs étiquetés, codés en des couleurs en fonction des déchets qui sont produits dans la mine et qui sont placés dans des endroits désignés à cet effet. Concernant les déchets recyclables et réutilisables, ils sont collectés chaque semaine et transportés à l'installation de gestion des déchets qui s'en occupent de ça. Quant aux chiffons chués, les graisses usées et les batteries, les siphons chués et les graisses sont destinés à la Sococim pour augmenter la capacité calorifique de les centrales électriques. Quant aux batteries, elles sont destinées à Gravita. Nous avons aussi trouvé l'existence d'une usine de traitement des eaux usées pour les eaux usées qui sortent du process. Donc c'est une autre bonne pratique dans le cadre de la gestion des déchets. Encore concernant les déchets, qui n'ont aucune option de réutilisation et de valorisation, font l'objet, sont transportés au niveau du site d'enfouissement technique. Concernant la qualité de l'air, des bruits et nuisances, nous avons noté l'existence de 6 stations de surveillance de la qualité de l'air dans la mine et aussi dans les villages environnants pour détecter, pour mesurer la qualité de l'air, voir quels sont les écarts entre la qualité de l'air et les normes sénégalaises en la matière. Ils sont encore en train d'expérimenter un programme d'abattement des poussières par la brumisation de la mélasse sur les chaussées. Ça, c'est un programme qu'ils sont en train d'expérimenter sur les axes de Dambankoto, Mamankhome et sur l'axe de Bemou.
Alors, sur ce graphique, nous montrons l'évolution de la consommation du courant électrique. Nous remarquons sur ce histogramme que la tendance sur la consommation du courant électrique est évolutive. Cela s'explique par le fait qu'il y a eu l'expansion de les activités à partir de 2012 et l'augmentation de la capacité de production à partir de 2014. Alors, malgré l'augmentation sans cesse de la consommation du courant électrique, l'efficacité énergétique continue à s'améliorer. Concernant la consommation spécifique d'électricité au niveau de l'usine de traitement et aussi au niveau de la consommation du carburant, au niveau de l'extraction. Ici, comme vous le voyez, la consommation spécifique d'électricité par tonne de minerai traité a baissé de 2012 à 2014. Donc, c'est pour dire qu'ils ont une maîtrise de la consommation d'énergie et aussi une plus grande efficacité énergétique dans le domaine. Quand nous avions consulté les membres du département de l'environnement de SGO, ils se sont dit, ils nous ont affirmé que c'est parce qu'ils ont mis des contrôles opérationnels, ce qui les a permis d'avoir une maîtrise, une même mise sur la consommation énergétique au niveau de l'usine de traitement et au niveau de l'extraction. Cet histogramme montre l'évolution de la consommation du carburant de 2012 à 2014. De 2012 à 2014, la consommation du carburant aussi a évolué. Elle n'a pas baissé. Cela s'explique par le fait que la centrale d'électricité qui est consommée par la société est alimentée à partir du fioul lourd. Donc s'il y a une augmentation de la consommation électrique, ce qui implique qu'il y a eu une augmentation de la consommation de la matière première qui est le fioul lourd. Donc le gasoil, en termes de source d'énergie pour la société, vient en seconde position pour combler certains gaps. En matière de gestion et traitement de l'eau, de 2012 à 2014, la consommation d'eau et le prélèvement d'eau des bassins ont augmenté. Malgré cette consommation, cette augmentation générale de la consommation d'eau, le volume d'eau recyclée a encore augmenté. Donc cela montre une efficience dans l'utilisation de l'eau. Donc ici, comme vous voyez, le volume d'eau a augmenté de 2012 à 2014. Donc ils essaient de réutiliser l'eau qui est recyclée dans le process, au lieu d'aller prélever au niveau des 3 bassins qu'ils ont mis en place par rapport au requête des eaux de pluie. Ici, vous voyez les eaux industrielles. Le taux de recyclage est passé de 59,7 en 2012 à 59,4% en 2014. Donc ça montre une maîtrise, une efficience dans l'utilisation de l'eau. Ici, sur cette image, nous étions dans les villages environnants de la mine pour le suivi de la qualité des eaux potables, la qualité des eaux souterraines, la qualité des eaux de surface. Donc ils font des prélèvements à chaque trimestre et ces prélèvements sont expédiés à l'extérieur au niveau du laboratoire ALS. Donc le plus souvent, les paramètres chimiques qui sont prélevés sont les ions majeurs, les métaux lourds, les nutriments, le cyanure libre, le cyanure total et aussi le cyanure non chloro-oxydable. Concernant la dimension contribution économique, la contribution économique, le total d'investissement en matière de RSE, de 2011 à 2015 est passé de 784 980 $ à 1 745 117 $, soit une augmentation de plus de 120%. Ici, sur cet histogramme, vous voyez le décret de soutien de SGO aux institutions au niveau national et aussi au niveau local. Au niveau national, ils appuient la direction des mines et de la géologie dans le cadre d'un protocole d'accord qui lie la direction et la société, dans le cadre de la formation et au perfectionnement des Sénégalais du secteur. Quant à l'appui au ministère de l'Environnement, il se fait dans le cadre du suivi du plan de gestion environnementale et sociale. Donc le plus souvent c'est la division régionale de l'environnement et l'établissement classé de Kédougou qui s'occupe de ce suivi. Ici, la DMG, la direction des mines, a commencé à bénéficier de ce soutien à partir de 2011. Jusqu'à 2015, il bénéficie de ce soutien. Quant au ministère de l'Environnement, c'est à partir de 2014 qu'ils ont commencé à bénéficier de ce soutien.
l'histogramme montre l'évolution de la contribution économique par le Fonds social minier. Il montre que Teranga Gold Corporation a investi beaucoup d'argent dans le développement, dans le soutien des projets liés aux services sociaux de base, notamment l'eau et assainissement, santé, éducation, génération de revenus. Comme vous le voyez ici, les activités les plus soutenues en 2015 sont les activités génératrices de revenus et l'éducation, ainsi que la gouvernance et planning. Enfin, tout au long de cette étude, nous avons tenté de répondre à la question problématique suivante. La mise en place d'une démarche RSE au sein d'une entreprise au Sénégal lui permet-elle de contribuer au développement local durable de son territoire d'implantation? Pour répondre à ce questionnement, une entreprise de la place a été choisie sur la base de ses enjeux environnementaux et sociétaux, ainsi que sur la base des attentes et préoccupations des acteurs institutionnels et locaux. Afin de cerner le potentiel de contribution de sa démarche RSE sur le développement local durable de son territoire d'implantation, il était question pour nous d'évaluer sa démarche RSE sur 3 dimensions qui sont beaucoup plus liées aux dimensions de développement durable. Avec l'expérience de Teranga Gold Corporation qui a fait l'objet de notre terrain de stage, sur 17 indicateurs que nous avions utilisés dans le cadre de cette étude, 15 ont montré une nette amélioration de leur performance en matière de RSE. Du point de vue environnemental, l'existence d'une politique environnementale au niveau du Teranga Gold Corporation, l'existence d'une étude d'impact environnemental et social validée, actualisée en 2015 et sanctionnée par un certificat de conformité environnementale, l'existence d'un plan d'opération interne au niveau du Teranga Gold Corporation, l'existence de systèmes de management qualité, hygiène, sécurité reflète l'engagement de l'entreprise à réduire et à atténuer l'impact de ses activités sur les récepteurs sociaux et environnementaux. Également, elle affirme prendre en charge les enjeux sécuritaires liés à l'exploitation minière et aussi aux opérations industrielles. Alors, toutefois, il faut aussi rappeler que l'enquête publique menée au titre des installations classées de Teranga Gold Corporation fait que la société est en phase avec les exigences réglementaires sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, sur les questions de déchets, sur les questions d'utilisation des matières premières, des matières dangereuses ou des produits chimiques, il reste des domaines à soutenir par la société. Donc, ils n'ont pas une mise directe sur ces aspects. Sur le plan de sa contribution économique, les résultats l'ont montré que beaucoup de fonds ont été investis par la société, par le Fonds social minier, pour financer beaucoup de projets liés aux infrastructures, aux services sociaux de base. De 2011 à 2015, ce fonds est passé de 600 000 et quelques dollars à 1 200 000 et quelques dollars, soit une augmentation de plus de 200%. En 2016, tout récemment, le 17 juin, ils ont signé un accord de financement avec 5 communes du département de Saraya à l'hôtel Kéroubi. Un accord de financement de 600 millions de dollars, soit 600 millions de francs CFA, soit 1 million de dollars. Ça s'est passé le 17 juin 2016. Sur le plan des relations communautaires également, sur le plan des relations communautaires, d'après le constat sur le terrain, une partie de la population de Sabadola estime qu'il y a une grande différence entre les actes posés par Teranga Gold Corporation il y a 5 ans et ce qui s'est fait de nos jours. Bien que des tensions sociales existent entre l'entreprise et la collectivité locale, mais un dialogue a été noué et des engagements ont été pris pour améliorer la qualité de la cohabitation entre les installations industrielles, la population et aussi l'environnement. En définitive, Teranga Gold Corporation, sur autorisation de l'État, a des droits, car elle a suivi toutes les procédures prévues par la législation minière et environnementale. Et aussi le Sénégal a besoin de valoriser ses richesses minières pour son développement.
et aussi pour le progrès social des populations de la région de Kédougou et de tout le pays. Et Teranga Gold Corporation est aussi dans une dynamique de contribuer aussi de manière significative sur ce développement local durable. Mais dans ce contexte, il est important que tous les acteurs veillent à la légitimité des populations d'en tirer, d'en bénéficier, les retombées bénéfiques de leur territoire. D'où l'exigence d'une intelligence fine, de l'articulation et de l'harmonisation, de la légalité de cette société à faire de ces exploitations minières, et aussi à la légitimité historique de cette population de jouir des richesses émanant de leur terroir, et aussi de cette responsabilité. Donc, il est question à ce qu'il y ait articulation et harmonisation de la légalité, de la légitimité historique et aussi de la responsabilité. Messieurs les membres du jury, sous ce rapport, nous avions décliné des propositions à différents niveaux, tout en se basant sur les avis, attentes et préoccupations des acteurs qui ont été consultés dans le cadre de cette étude, et également sur les bonnes pratiques RSE relevées sur le modèle Teranga Gold Corporation. Honorable membre du jury, comme tout travail scientifique n'est jamais parfait, et le nôtre saura faire l'exception. Vos questions, vos suggestions et vos critiques sont les bienvenues pour essayer d'améliorer ce travail. Merci de votre attention. Merci M. Diallo. Merci pour cet exposé brillant, clair, résumé, parce que exhaustif sans être trop long. Parce qu'il vient de nous parler de tout ça en une trentaine de minutes. Long sans être ennuyé, donc nous vous remercions. Alors, j'ai mes propres remarques sur l'ensemble de l'exposé et la qualité du travail, mais je voudrais d'abord commencer par messieurs les experts, notamment monsieur le membre du jury venu de la direction de l'énergie, les mines, excusez-moi, les mines, et pour ensuite passer aux membres du jury venant de la direction de l'environnement, parce qu'ils ont travaillé avec vous. Est-ce qu'ils ont des remarques, des questions? Est-ce que tout votre travail a été pris en compte justement de la façon dont vous l'avez proposé? Donc la parole est à vous, monsieur. D'abord, je vous présente, je suis Alim Shah, je suis ingénieur principal de mines. Présentement, je suis chef de division, donc suivi et facilitation des projets miniers donc, au sein du ministère donc, chargé des mines. Le sujet qui a été développé aujourd'hui donc, est du domaine des mines, c'est évident. Teranga Gold est une mine donc, qui est rentrée en exploitation en mars 2009. Donc c'est notre première mine d'or au Sénégal. Et c'est une mine qu'on peut dire un peu test en matière donc, de tout ce qui vient de développer en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Je dois simplement dire en introduction de ce que je vais présenter un peu, les commentaires, qu'il n'y a vraiment pas une politique de la RSE. C'est pour dégager un peu l'importance de l'étude qui nous a été livrée aujourd'hui. Les sociétés minières, surtout celles de Sabodala, donc réagissaient aux besoins spontanément des populations. C'est des besoins qui sont exprimés en eau, des besoins d'école, des besoins de santé, etc. Il n'y a pas vraiment pas une politique ou bien un programme vraiment tourné vers la RSE. Donc il y a eu une réaction spontanée, comme j'ai dit, donc des sociétés sur les besoins locaux des populations. Mais depuis un certain moment donné, on pense pouvoir faire quand même organiser donc, les actions au niveau donc, de la région. Donc, toutes les sociétés minières faisant des actions spontanées, on a jugé nécessaire qu'il fallait fédérer donc, ces actions autour d'un programme social. Je pense que l'étude, on a beaucoup discuté avec ce garçon, comme on dit, il nous a apporté beaucoup.
hein, dans notre analyse, justement, en direction d'avoir une organisation de la RSE au niveau de la région de Dakar. Je voudrais tout simplement dire que j'ai lu, moi j'ai lu la version électronique, c'est un travail très illustré, le rapport qu'on vous l'avez vu. Il a pu commenter les chiffres, etc. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas une imperfection. On voudrait qu'il parle beaucoup plus parce que le problème de Sabodala là-bas, il y a eu vraiment beaucoup, vous savez, ce qui se passe à Sabodala du point de vue environnemental respecte les normes, internationales. Parce que le code, standard de code que vous voyez en environnement, etc. Sans cela, les projets ne sont pas financés. Il ne suffit pas d'avoir une étude d'impact sur le plan local, mais il faudrait respecter donc les standards et les codes internationaux. Et Sabodala sait bien faire ça. Mais il y a eu des problèmes qui sont posés au niveau des bassins, donc de stockage, que vous voyez. Donc les bassins de stockage, c'est des dépressions qui sont utilisées donc, pour stocker des eaux usées. Et malheureusement, ces bassins, c'est des dépressions. Les dépressions, c'est l'investissement le moins cher qui stocke. Donc il y a la dépression qui est là. Et ces dépressions, ce sont des forêts-galeries. C'est des forêts-galeries où on trouve des vestiges d'archéologie, on trouve des animaux rares, des tortues, etc., etc. Et ça a été vraiment un impact très négatif du projet par rapport au stockage des déchets. Il y a aussi un autre point qui est important pour Sabodala, et je crois que vous le savez déjà, c'est les produits chimiques, la circulation des produits chimiques. Non seulement, je crois que la mine a toujours contrôlé les produits chimiques qui sont émis, mais il y a l'OPH à côté, qui génère beaucoup de produits chimiques. Et enfin, je voudrais tout simplement relever qu'il y a une tension sociale, surtout à Sabodala. Toujours il y a une tension sociale parce que tout simplement il s'agit de l'or qui est là, qui est un produit vraiment qui fait l'objet de beaucoup de vocations au niveau des populations et ça crée de manière permanente une tension qui est là-bas. Et les tensions sont de tout ordre. Il y a l'emploi, vous voyez, l'emploi, des revendications d'emploi. Il y a aussi des revendications du droit aux ressources naturelles. Présentement, les populations ont tendance à revendiquer leurs droits sur les ressources naturelles, sur le jugement même, leur part sur le jugement même. Et je pense que sur ce plan-là, il y a beaucoup d'autres. Par exemple, je vous donne sur le droit de revendication sur les ressources naturelles, le cas de Niagafé. C'est un village qui est assis sur un jugement. Il y a 300 000 onces d'or sous le village. Comment gérer ce problème-là? Voilà toute la spécificité de Sabodala et je pense qu'on a eu beaucoup à discuter avec lui. C'était un étudiant très perspicace qui pose des questions et qui ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de solution. Et en cela, vraiment, et vous le savez même, je le remercie pour ça et l'encourage beaucoup et le félicite pour le travail qu'il vient de faire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci, M. Sarr. Vous avez dit beaucoup de choses. Ce qui m'inquiète, c'est les non-dits. Alors, la série de choses que vous avez énumérées et qui existent aujourd'hui au niveau de Sabodala, ont-ils été bien pris en compte de façon exhaustive dans son analyse? Ou bien est-ce que vous pensez que l'analyse aurait dû prendre compte de ces impairs un peu plus? Il les a pris en charge. Donc pourquoi on les a fait? Parce qu'il a parlé des problèmes de déchets, n'est-ce pas? Il a tout exposé. Je voulais simplement insister sur certaines questions. La gestion des bassins, les produits chimiques, les tensions sociales. Ce sont vraiment des problèmes spécifiques à Sabodala que tout le monde connaît.
Mais il les a tous vraiment exposés ici, hein. Il n'y a pas de problème. Vraiment, on a travaillé ensemble. Je ne dis pas ce qui est présenté aujourd'hui, mais je sais qu'il a vraiment travaillé pour aboutir vraiment à ce travail excellent. Merci, monsieur. Merci. Monsieur. Merci, docteur. Je me présente, Salatin, je m'appelle, comme c'est écrit, chef de division des installations classées à la direction de l'environnement. Monsieur le Président, je vais peut-être faire un jeu de questions-réponses. Bien qu'on va s'appesantir sur le travail de notre stagiaire. Je rappelle, je suis venu avec le chef du bureau personnel de la direction de l'environnement, M. Ousmane Diouf, ainsi que notre collègue Marissam, qui est votre disciple ici, au sein de l'Institut. C'est dit en parenthèse que ce n'est pas le premier stagiaire ISBL qu'on accueille à la division installation classée ou à la direction de l'environnement. Mais, à ma connaissance, c'est la première fois que l'institution est officiellement, en cas aussi solennellement, invitée à prendre part à une soutenance d'un stagiaire et de votre élève de visite à l'effet d'obtenir son diplôme. Nous souhaitons que cela puisse rééditer pour le bien et de votre institution pédagogique et de l'institution administrative et puis ministérielle. C'est bien représente. C'est bien. Nous y tenons. Et retourner toujours une question, c'est de savoir, et j'avais posé cette question à monsieur, mon collègue Thierno Suleiman, qui saurait ce que veut dire installation classée. D'habitude, lorsqu'on dit installation classée, je vois ma collègue Marissa me sourire parce que c'est vrai, c'est une question casse-tête. Quand on dit classé, souvent les gens pensent forêt classée, monument classé, etc. Et j'aime bien les réponses, comme dit M. Sarr. Les réponses in fine de Thierno Suleiman. Il ne vous lâche pas tant qu'il n'a pas la réponse. Et pour savoir s'il a la réponse, il dit ah, ok. Là, c'est que j'ai atteint le but de rechercher, effectivement. Et c'est mieux de dire que vraiment je m'efface par rapport aux aspects pédagogiques. Vous avez pu extirper à la direction de l'environnement un expert, qui est la personne de M. Gatama. Je lui parle tous ces aspects pédagogiques. Je vais me concentrer aussi bien dans mes réactions et dans ma lecture, ma fenêtre de lecture de ce travail, du point de vue de l'administration du président encore central, qui gère les installations classées pour la protection de l'environnement depuis bien avant nos indépendances. C'est mieux de dire que la division des installations classées longtemps était même au niveau du service public. Et bien avant cela également, installation classée, je vais exprimer, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc on classe une installation pas pour la protéger elle-même, même si quelque part on le fait, mais c'est pour protéger ceux qui sont autour. Alors qu'une forêt classée, on la classe pour la protéger elle-même. Donc le concept est inversé. Je dis, avant les indépendances, le bureau existait. Avant même, il y a des textes que vous pouvez trouver sur le net qui vous montrent que la gestion des installations classées date même de Napoléon. Nous en avons hérité, nous, administration centrale. C'est important que je fasse cette historique pour que vous compreniez mieux, de mon point de vue et du point de vue de l'administration centrale, pourquoi la RSE est aujourd'hui expérimentée avec un système d'évaluation que Thierno Suleiman, avec ses professeurs, est en train d'expérimenter pour pouvoir un jour peut-être proposer à la RSE comme élément intégré dans la loi. C'est un cheminement concret, extrêmement sérieux, qui peut mener à des décisions capitales de l'autorité. Je précise.
Donc, il y avait une gestion centralisée des installations classées. À l'époque, ça s'appelait installation commodo-incommodo. Vous imaginez bien, incommodité. Donc, installation commodo-incommodo. Le décret de Napoléon de 1810 définissait déjà comment arriver à cette gestion. Mais toujours centralisé par la seule administration centrale. Avant impériale ou ensuite républicaine et autres. Sans l'association du bon vouloir du privé. Sans l'association du bon vouloir des experts privés inclus dans la procédure étude d'impact qui n'est pas affilié au pouvoir central mais chemine parallèlement avec elle, avec lui. C'est en 2001, M. Diallo a rappelé le processus des conférences internationales qu'on a introduit les études d'impact. C'est important que je dézoome pour que vous voyez vraiment quels sont les protagonistes et quelle était leur importance au fil du temps, comment ça a évolué. Avant, il y avait un pouvoir central qui gère et qui, au travers de l'enquête publique dont a parlé M. Diallo, gérait les relations entre l'installation à danger et les populations environnantes. Cette enquête publique s'appelait avant information commodo et incommodo que vous trouvez dans le décret impérial de 1810. 2001 a consacré la participation du public après Rio 92 et qui a donc introduit dans la procédure de l'administration du pouvoir central une procédure en parallèle qui accompagne à la fois les populations, l'exploitant privé et son tandem, l'expert privé, le bureau agréé pour faire les études d'impact. C'est comme un dédoublement de la procédure. La troisième étape serait peut-être, en plus de ce dédoublement, pour renforcer davantage le rôle d'intervention du privé, donc peut-être de Teranga Gold, à travers, non pas les études d'impact et le PG sans mettre en œuvre, mais un troisième volet de RSE. Donc c'est l'administration qui s'atrofierait, pas négativement, mais pour le bien des populations. Est-ce qu'un jour, voilà ma lecture du travail de Thierno Souleymane, est-ce qu'un jour le RSE devrait être, compte tenu des résultats qu'il obtient, devrait être rajouté à la procédure d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement. Je aimais partager cette compréhension de la chose pour que vous compreniez où pourrait mener le travail de Thierno Souleymane. C'est une loi qui s'est offrée après avoir sauté le premier pas de l'introduction des études d'impact. C'est un privé, Teranga Gold, qui paie un autre privé, expert privé, pour produire un travail en rapport avec les populations, un travail des audiences publiques, etc., qui, maintenant, verrait ses parts de responsabilités augmenter, s'accroître avec le développement du RSE. Le pouvoir décisionnel migrerait donc au fil des ans, après des siècles, du pouvoir central vers un pouvoir où on associe quelque part les privés et ce qui serait consacré avec la responsabilité sociétale des entreprises. Vous vous rendez compte? D'habitude, c'est le responsable, c'est le pouvoir central. C'est l'administration qui devrait être responsable. Mais petit à petit, on délègue ce pouvoir au privé. Tenant compte du fait qu'il y a un sous-entendu qui devient de plus en plus aguerri, de plus en plus conscient de son rôle aux côtés d'une administration classiquement détentrice de ses attributions.
Donc, la conclusion de Thierno Souleymane Diallo tend à dire que lui, malgré les objections de certains économistes, la RSE, lui, produit des résultats formants, je le paraphrase, du point de vue du développement durable. Certes, c'est un travail d'un scientifique, encadré par d'autres scientifiques. Et j'approuve. J'ai vu, j'approuve la qualité, je suis la qualité de ce travail. En réalité, mieux que de le lire, j'ai accompagné quelque part sa rédaction pas à pas depuis le 6. Donc ça fait 6 mois, à peu près, qu'on s'est vu lors de notre première entrevue. Donc pas à pas, je l'ai accompagné, même si je ne suis pas son directeur, hein, c'est sur moi. Donc, si cette conclusion, vous parvenez, et c'est notre rôle nous tous, je parle au-delà de cette soutenance, si nous parvenons à convaincre l'autorité économique, la responsabilité sociétale des entreprises peut être incluse comme une panoplie en matière de gestion des installations classées pour le pouvoir, pour l'administration, ici approprié, dans l'évolution des textes législatifs et réglementaires en matière d'environnement. D'habitude, ce sont des réalisations, des travaux de ce genre, de ce type, qui augurent d'une évolution des législations. On ne verra nulle part ce RSE dans le code de l'environnement actuel, mais peut-être que ce serait le cas d'ici quelques années ou décennies. Et on devrait alors se souvenir qu'un des protagonistes, disons qu'à ceux qui sont à la base de cette évolution au Sénégal, il y aurait ce travail, le Thierno Souleymane. Voilà pourquoi je salue, je souligne l'importance de ce travail. Du point de vue scientifique, certes, même si je n'insiste pas dessus, j'ai un passé un peu scientifique également. J'ai parcouru les centres de recherche, centres de recherche doctorants des universités belges, certes. Donc j'ai une passion pour cette recherche, mais encore une fois, je précise volontairement, j'insiste sur cette fenêtre de lecture qui est celle de l'administration. Et c'est pour ça que nous sommes ici investis. Donc, mais pour aider Thierno Souleymane, c'est peut-être la seule observation que je vais faire. Elle est un peu égoïste, mais c'est pour le profit de mes collègues qui m'accompagnent. C'est bien, votre document est bien illustré, notamment pour ce qui est des annexes. Mais veillez à rajouter tout ce qui concerne votre stage. Vous voyez? Votre demande de stage, je n'ai pas vu joint. Donc c'est pour plaire à mon chef de personnel qui est son patron. Donc, et aussi ultérieurement, lorsque l'attestation de stage sera produite sur la base d'un rapport de stage qui, lui, il va très vite. Hein? Monsieur Ousmane Diouf, d'habitude, demande il faut un rapport de stage avant d'avoir l'attestation de stage. Je crois qu'un rapport de stage est presque produit, c'est presque fait. Et veillez à ce moment-là à rajouter l'attestation de stage que M. Diouf produira sous la coupe, bien sûr, la signature de Madame la directrice de l'environnement et des établissements. D'accord? Ça permettra à tout le monde de savoir que vous êtes un élément parmi la flopée, excusez-moi du terme, de stagiaires que la direction forme. C'est une formation, pour nous c'est une formation. C'est pas juste des stagiaires ou des stages sortant des écoles, c'est vraiment une formation parce que nous en avons besoin. Ce sont ceux-là qui maîtrisent vraiment le terrain de gestion de l'environnement. Donc,
Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie tout le monde de cette attention parce que ce n'est pas évident. C'est quelqu'un, bon, il y a un discours qui n'est pas très classique, mais qui a le souci de faire partager sa vision pour une meilleure compréhension du problème de par son historicité, pour comprendre où est-ce qu'on va et avec quelle optique. Surtout, et c'est par là que j'ai compris, c'est pour éviter. Cette compréhension est fondamentale de pourquoi les études d'impact, pourquoi aujourd'hui on parle. La RSE a rajouté à une procédure administrative, c'est pour savoir est-ce qu'il y a des garde-fous, est-ce qu'il y a un souci. Là, c'est des questionnements qui pourraient ouvrir d'autres types de recherche. Peut-être que Thierry Soumaman même pourrait s'y employer sous votre direction. C'est de savoir est-ce que ces garde-fous consisteraient à dire attention, une administration, certes, qui cède de ses passés de pouvoir, ça peut être une bonne chose, mais trop une administration centrale trop faible, est-ce que c'est pas trop risqué? C'est important. Je viens d'en avoir une illustration, c'est la raison que de notre retard, nous avons reçu le représentant d'une société, d'une usine de la place, avec une flopée de plaintes. Je ne vais pas donner le nom, devoir de réserve, disposition de l'article L22 du Code de l'environnement. Nous avons prêté serment devant le juge, nous sommes tenus du devoir de réserve, nous ne devons pas parler de dossier. Mais c'est un cas qui est là pour dire qu'ils n'ont pas tenu compte des attributions du pouvoir central, celui des installations classées, avec des appuis divers, ils sont parvenus à se faire une place, avec une certaine RSE, c'est-à-dire intéresser le public autour, ils sont parvenus à s'installer. Mais, retour de bateau, l'effet boomerang. Maintenant, ils ont besoin de procédures et des autorisations factuelles, concrètes d'une administration. Mais il y a eu beaucoup de retard. Donc, il faut faire attention. L'administration centrale a fait au profit d'un collectif de privés, certes, qui s'activent dans des systèmes qui s'apparentent à la RSE, plutôt. Oui, c'est bon, mais attention, il y a l'effet contraire du phénomène qui devrait nous amener à réfléchir concrètement et internationalement et ces autres collègues à réfléchir comment mieux intégrer ce concept dans la législation sénégalaise. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi d'avoir été long. Merci, M. Kant. Merci pour cette brillante intervention. En fait, votre intervention nous ouvre beaucoup de perspectives. Et l'exigence de collaboration n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Nous nous y atteindrons. Et je comprends mieux finalement, disons, l'intervention précédente de M. Sarr du côté mine. En réalité, malgré la brillance du travail de M. Diallo, il y a peut-être encore à piocher pour en faire un outil intégré à vos cadres de décision. Je comprends beaucoup. Et merci vraiment, merci pour ces contributions inestimables. Madame, avec votre permission. Merci, M. le Président. Merci, M. Diallo. Toutes nos félicitations en fait pour la qualité du rapport que vous nous avez proposé. Donc en fait, nous on a la tâche un peu de relever quelques incompréhensions dans le rapport. Et tout ça, peut-être qu'il y a quelque chose à développer, peut-être à expliciter. En fait, quand vous allez à la page 36 de votre rapport, page 36, oui.
Donc au niveau des principes, le point 7. Donc quand vous parlez des responsabilités environnementales de l'organisation et assurer et limiter ces impacts négatifs sur l'ensemble de la biosphère. Donc dans votre rapport, donc, il y a ce qu'on appelle, on n'a vraiment pas vu le rôle, on a l'impression que la RSE, donc c'est seulement quelque chose en fait qui est attribué en fait à l'industriel. Il n'y a pas en fait le rôle de l'administration centrale dans la mise en œuvre en fait de cette responsabilité sociétale de l'entreprise. Peut-être que parce que vous étiez au sein de la direction de l'environnement, peut-être que en fait moi je suis externe, c'est pour cela que j'arrive à voir ça. Donc les études d'impact en fait c'est un premier pas pour obliger l'industriel à s'acquitter un peu de ses responsabilités en quelque sorte. Donc quand vous regardez les chapitres de l'étude d'impact, il y a en dernière position ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale, les PGS. Il y a aussi le plan de suivi, donc environnemental aussi. Donc tout ça en fait, c'est une partie des RSE. Peut-être que c'est le nom qui a un peu, maintenant on a l'impression que c'est quelque chose en fait, donc qui appartient un peu à des NGO, aux ONG. Mais l'administration centrale a commencé la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de l'entreprise en mettant en place des outils comme les études d'impact, les études d'impact, les évaluations environnementales de manière générale. Dans ton rapport, c'est ça qu'on n'a pas vu. On a l'impression qu'en fait, tout juste aujourd'hui, en fait, en présentant la responsabilité sociétale de la société de Sabodala-Gold, donc vous devrez au moins vous baser, je ne sais pas, si, lorsqu'ils s'implantaient, je pense qu'ils ont fait une étude d'impact environnemental, je parle sous le contrôle de M. Sadekan. Donc ils ont élaboré un rapport d'étude d'impact environnemental. Donc dans le rapport d'étude d'impact environnemental, il y a le plan de gestion environnementale et sociale. Et l'industriel a l'obligation de respecter, je parle sous le contrôle des messieurs de l'administration ici présents, l'industriel a l'obligation de respecter le plan de gestion environnementale sociale qui est une partie de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et dans votre rapport, j'ai l'impression que vous avez commencé par traiter en fait la responsabilité sociétale de l'entreprise en fonction en fait des activités qu'ils ont menées sur le terrain. Ces activités qu'ils ont menées sur le terrain, ils ne l'ont pas menées, c'est tout juste parce qu'il y a une demande de des populations locales. Mais en quelque sorte, avant l'application c'est une application en fait du plan de gestion environnementale et sociale, donc validé donc, par un comité technique donc, dans le ministère de l'Environnement et le secrétariat. Et il y a aussi d'autres acteurs qui sont des membres en fait de ce comité technique, comme les mairies, donc les délégués, etc. Et d'autres en fait agents de l'État, le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Urbanisme et tout ça. Voilà. Donc peut-être faire un peu l'historique. Peut-être qu'en fait c'était parce que lui il était ancien, il était le chef de division et étude d'impact. Donc peut-être que maintenant c'est pour ça. Peut-être qu'en fait si tu avais pu rencontrer les gens de la division étude d'impact environnementale, donc ces messieurs-là, c'est vraiment eux qui sont chargés en fait de la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale. Teranga Gold aujourd'hui n'est pas en train de faire des activités sociales, mais avant ces activités sociales, donc il y a aussi le rôle de l'État. L'État est censé surveiller et contrôler ce que les industries qui sont implantées sur le plan national donc, sont en train de faire. Ok. C'est ce qui a manqué, c'est un bon rapport, hein. Donc on a vu que c'est très fouillé et tout ça, mais on a l'impression qu'en fait les activités, c'est tout juste que c'est vrai que dans même comment on appelle ça, la mise en place d'un comité de suivi environnemental, c'est une exigence en fait de l'étude d'impact. Dans les PVS, ils avaient demandé la mise en œuvre d'un comité de suivi environnemental. Teranga Gold ou bien Sabadola, je parle de Teranga Gold, voilà. Donc tout ça, il y a d'abord un prérequis, il y a d'abord des études d'impact d'abord. Dans ces études d'impact, il y a un plan de gestion environnementale et sociale. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de responsabilité sociétale de l'entreprise, mais le ministère en charge de l'environnement, déjà par le biais des études d'impact,
à commencer la mise en œuvre de ces responsabilités sociétales. Et puis là, en fait, c'est des exigences. Parce que c'est comme une loi, parce que dans les intitulés de l'étude d'impact, il y a des chapitres et le plan de gestion environnementale et sociale et le plan de suivi en fait font partie intégrante du rapport d'étude d'impact. Et ce qu'on demande à l'industriel, c'est de se baser, donc parce que c'est un contrat en réalité qui signe avec l'État du Sénégal. Donc quand il signe un contrat, donc les libellés en fait, les contenus en fait du plan de gestion environnementale et sociale, du plan de gestion environnementale et sociale, donc on les considère comme des exigences, c'est-à-dire que l'industriel, il a le droit, donc peut-être s'il n'a pas les moyens de les réaliser, mais il a le droit de dire par exemple, sur telle période, je vais investir sur telle activité, je vais accompagner, je vais par exemple construire une école pour une telle période, donc il y a un délai bien réparti et qui figure dans l'étude d'impact environnemental. Okay. Dans ce rapport, c'est ça qui a manqué. On a vu les activités qui sont menées, mais on ne sait pas, par exemple, si par exemple, Sabodala Gold a discuté avec les populations locales pour la mise en œuvre de ces activités-là, ou bien c'est des parties intégrantes en fait du plan de gestion environnementale et sociale. Ok? Parce qu'en fait, quand vous regardez les principes fondamentaux en fait, du droit international de l'environnement, il y a la responsabilité environnementale. Donc ça, c'est des rubriques en fait de la norme ISO 26 que vous avez cité. Il y a aussi le principe de parce que le principe de précaution, ce sont les études d'impact. Donc qui sont des parties les RSE, donc c'est une partie enfin, les études d'impact, c'est une partie intégrante en fait de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, parce qu'on en parle, les ONG s'y mettent, donc on a l'impression en fait c'est quelque chose en fait qui est dissocié, alors que ça fait partie, et puis depuis fort longtemps, depuis le code de 2001, donc le ministère en charge de l'environnement, donc par les évaluations environnementales, essaie de faire le suivi en fait des activités des industriels en fait, donc sur le terrain. Il y a aussi la gestion des risques et tout ça, parce que ça figure toujours. Il y a ce qu'on appelle l'analyse des risques, donc ça figure aussi dans les études d'impact. Mais il y a aussi le principe du pollueur-payeur, donc qui est aujourd'hui matérialisé par la mise en œuvre de la norme NN 05061, le contrôle des eaux usées. Il y a aussi la norme NN 05062, donc le contrôle de la pollution de l'air. Ça, c'est la mise en œuvre en fait donc, de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc c'est des choses que vous n'avez pas parlé dans votre rapport, alors que ça c'est des parties intégrantes des RSE. C'est peut-être par rapport à la compréhension en fait de tout ce qui est. Donc on a l'impression aujourd'hui en fait que la RSE c'est quelque chose de vraiment nouveau, alors que le ministère en charge de l'environnement donc avait déjà en fait des procédés pour la mise en œuvre de ces RSE. Et puis il y a un comité donc chargé des évaluations environnementales. Dans ce comité-là, il y a beaucoup d'acteurs, il y a les autorités administratives, il y a aussi les collectivités locales qui sont représentées par les maires, il y a aussi les autorités territoriales comme les gouverneurs, les préfets et tout ça, donc qui participent un peu à la mise en œuvre de ces responsabilités sociétales de l'entreprise. Donc concernant le principe du pollueur-payeur, ça aussi en fait c'est des guides. C'est des normes que l'industriel a l'obligation d'appliquer. Parce que c'est à partir de ces normes-là, on peut contrôler aujourd'hui si l'industriel est en train de polluer son environnement, parce que quand on parle de pollution de l'environnement, parce que l'industriel, lui, ce qui l'intéresse, en fait, ce sont les activités de son industrie. Donc quand il pollue, en fait, sur son environnement, les personnes infectées, en fait, se trouvent, en fait, les populations locales. Donc c'est pour ça qu'on parle du principe pollueur. Donc quand vous polluez, en retour, vous devez payer quelque chose à l'État. Donc en fait, quand vous payez à l'État, donc indirectement, vous payez en fait la pollution que vous avez administrée aux populations. Donc c'est ça les principes du pollueur-payeur. Voilà, donc à la page 39.
Donc quand vous dites par exemple à la page 39, le Sénégal a été admis comme pays candidat à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, et puis après vous avez plus bas, donc vous faites à la publication régulière de toutes les recettes tirées de l'exploitation des industries extractives, ainsi que de tous les paiements versés à l'État par les sociétés prenantes dans les périmètres de litige sur le territoire sénégalais. Donc il y a aussi un autre outil, donc ce qu'on appelle le code des collectivités locales. Vous savez, l'État, par le biais des codes des collectivités locales, donc tire en fait, quand vous vendez une licence d'exploitation minière à une société étrangère, donc il y a ce qu'on appelle les ristournes qui doivent revenir de droit aux populations, et cette ristourne-là est évaluée à 60% de la vente de la licence. Ça aussi, bon. Voilà. Vous allez à la page 43. Donc quand vous allez à la page 43, donc c'est général, hein. Dans les tableaux, ça c'est votre rapport de travail. Hein. Donc quand vous dites source, Thierno Souleymane Diallo, ok? Parce que la source, cela veut dire que c'est des informations que vous avez tirées d'un document. Donc la source c'est ça, mais ici en fait c'est des informations clés de votre rapport de travail. Donc vous n'avez pas besoin de sourcer, c'est tout juste tableau et puis après, parce qu'après vous avez la liste des tableaux et tout ça. Donc je vois dans vos tableaux, dans vos graphiques et tout ça, vous sourcez Thierno Souleymane Diallo. C'est comme si vous avez déjà élaboré un rapport et c'est à partir de ce rapport-là que vous avez tiré les informations, donc pour les faire figurer dans votre rapport de travail. Vous avez vu. Donc c'est votre rapport de travail, donc toutes les informations qui figurent, donc les informations externes que vous avez tirées quelque part, donc c'est ça qu'on peut appeler en fait source. Ok? La source, donc quand quelqu'un lit votre rapport, il sait que c'est votre rapport de travail, donc vous n'avez pas besoin de sourcer votre travail. Enfin, sourcer Thierno Souleymane Diallo, donc que ça soit les tableaux ou les graphiques, les illustrations. Ok, dans les tableaux, souvent dans les tableaux, quand vous faites un tableau croisé où vous avez des informations, donc c'est un slide qui sépare les deux. Parce que dans vos tableaux, on a des doublons au niveau des colonnes. Donc il faut tout juste mettre slash. Donc la partie qui concerne l'autre partie, peut-être après vous verrez ça dans le... Ok. Donc quand vous allez à la page 56,